Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous parlerons de Tidiane Thiam qui a lancé sa nouvelle plateforme de communication 20h25 et juste après, un tour à l'international avec le Mali pour comprendre les raisons du limogeage de l'ex-premier ministre Choguel Kolala Maïga. Et en seconde partie de ce temps d'antenne, c'est l'acte de candidature de Simone Gbagbo pour la présidentielle de 2025 à l'orée de la convention de son parti, le Mouvement des Générations Capables, qui attirera notre attention. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous sommes avec vous chaque soir. Merci de votre fidélité à ce programme. Ce soir encore, nos amis sont avec nous pour décrypter l'actualité nationale et internationale. Commençons par saluer Barry. Docteur Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, merci bonsoir d'être là. Chers amis. Pascal, bonsoir. Bonsoir merci Christelle. Merci à vous. Élisée Boloubeux, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers Et téléspectateurs. bienvenue. Merci. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Alors, vous avez vu un peu ce qui se passe, la nouveauté au niveau du PDCI, la communication directe qu'a donc entamé le président Tidiane Thiam, 20h25 en référence, évidemment, à l'élection présidentielle de 2025. Alors, Barry, déjà votre postulat, comment est-ce que vous appréciez cette communication, on va dire, je ne dirais pas un podcast, puisqu'on a un présentateur, mais comment est-ce que vous appréciez au total déjà la forme, hein, avant de rentrer dans le fond? Bon, il faut dire que je trouve cette idée novatrice, innovante. On ne fait plus la politique comme on la faisait en 90. Nous sommes en 2024. Il faut utiliser tous les canaux possibles pour faire passer son message. Donc, sur le plan de la forme, j'ai trouvé un Tidiane Thiam un peu plus classe, un peu plus jeune. Ce ne sont pas les grandes chemises de l'intérieur. Il est un peu plus soft, plus à l'aise. C'est vrai qu'il n'y a pas de contradiction en face de lui, mais c'est quand même un premier pas. Et je trouve que sur le plan de la forme, ce sont les constats que j'ai pu faire. Maintenant, dans le fond, il a parlé voilà, justement je l'ai trouvé pondéré comme toujours, pas agressif. Il a parlé de l'essentiel, la liste électorale. C'est un peu plus court, c'est, je crois, 5 ou 6 minutes. Voilà, donc dans un premier temps, c'est ce que je puis dire. Très bien. Alors, Herman, vous, votre réaction, 20h25. Déjà, on regarde la forme, le titre, hein, 20h25. 20h25, C'est novateur, c'est ça? Ça colle bien, c'est un rendez-vous de 20h25, mais en même temps, pour le rendez-vous de 2025, on s'imagine bien, ça a été bien travaillé. D'ailleurs, au niveau de la forme, hein, Barry vient de le dire, on a vu un Tidiane Thiam, effectivement, dans son aise, qui était très relax surtout. On a vu le bouton même, d'un bouton ouvert, il s'est permis là. Barry ne voulait pas dire les grosses chemises, mais c'est en fait les grosses chemises, ce n'est pas les grandes chemises. Lorsqu'on le voit tourner un peu, mais je pense que les critiques que les gens font au niveau de sa posture, au niveau vestimentaire, les gens tiennent compte de cela. Et on s'imagine bien, on a vu aussi en face de lui des jeunes aujourd'hui qui sont porteurs d'un certain charisme, le jeune bleu, l'aîné. Bon, donc je pense bien qu'il a créé. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans cela, c'est qu'il a un rendez-vous. On a l'impression qu'il est très peu prolixe dans les médias classiques, on pourrait le dire. Et comme si il y avait une sorte de contourner les journalistes, il y avait des questions qui les dérangeaient, parce qu'on constate qu'à chaque fois, lorsqu'il fait ses tournées, par exemple, c'est lui qui dit, qui détermine le message qui va passer. Et aujourd'hui, on n'a pas encore une vraie confrontation en face de lui où des gens vont pouvoir lui donner, pour qu'on puisse l'apprécier sur des thématiques différentes, pas seulement des thématiques que lui, il choisirait. Donc, ce côté-là, ça me gêne un peu parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir lorsque lui, Tidiane Thiam, il est dans tout son confort, à son aise, en plaçant tout l'environnement comme il souhaitait. Comment est-ce qu'on peut apprécier si le message qu'il donne n'est pas un message juste pour faire pub, pour faire grande com,
alors qu'il y a des questions de fond devant lesquelles peut-être que si on le voit un peu plus devant des Mais journalistes... est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le moment? Je veux dire, les élections, c'est en octobre 2025. Est-ce qu'il n'a pas le temps, justement, de se faire, voilà, avec des journalistes pour la confrontation? Est-ce qu'il n'aura pas ce temps-là de le faire? Mais forcément, ça va arriver. Donc, je veux dire que pour le moment, on sait que c'est une tribune, c'est novateur. Donc, il a eu l'idée de cela. En tout cas, on espère que nos préoccupations, nous les journalistes, on veut forcément, il y a des questions qu'on a besoin qu'ils répondent de façon spontanée et non pas qu'on crée une scène forcément autour d'un acteur politique. Finalement, c'est ce qu'il veut dire qui va finir par passer comme message. Pascal, votre postulat, comment est-ce que vous appréciez 20h25? Alors, je ne vais pas faire très différent que mes camarades de plateau. C'est vrai que c'est bien trouvé, 20h25. Le titre. Le titre. Ouais. Les téléspectateurs auront noté le clin d'œil à 2025 et aux élections. Et puis sur la forme, comme vous nous le demandez, là je regarde la vidéo, c'est vrai que je l'ai regardée auparavant, je l'ai écoutée, cette capsule, puisqu'il faut l'appeler ainsi, cette capsule interview. Et si vous voulez qu'on débriefe sur la forme, il y a eu un moment dans de grandes télés, ici et ailleurs, où justement c'était important de voir l'environnement autour duquel ou derrière lequel se positionnait un homme politique, un drapeau de la nation accompagné par exemple d'un drapeau des États ou bien de l'Union à laquelle il appartenait voulait dire une chose. Ici, vous voyez le clin d'œil aux ouvrages et à l'art, j'ai envie de dire on a un dégradé de bleu également dans le décor. C'est ça, c'est bien pensé. J'ai envie de dire comme Herman que sa posture est intéressante, mais aussi, vous avez parlé de publicité. Et c'est vrai qu'en publicité, ceux qui ont eu la chance d'avoir le grand maître Serge Pacom-Aoulou comme moi, comme professeur à l'école de communication, c'était très important, tous ces éléments autour. Bien sûr. Donc il envoie un message dans le message. Donc oui, si vous voulez qu'on parle de la forme, ça ressemble à un studio à la maison avec ce journaliste, mais il est dans le confort. Et là, je rentre dans le fond. Il est dans le confort d'une interview qui est heureusement préparée, mais il est aussi dans le début de sa préparation aux échanges qu'il va y avoir forcément avec l'ensemble de la presse. Et c'est de bonne guerre qu'il puisse commencer à mener ce débat-là en interne. Vous savez qu'il y a en ce moment des velléités, ou en tout cas des désirs de primaires au niveau du PDCI, RDA. C'est une idée qui commence à germer, et pourquoi pas. Et donc, il faut gagner le terrain maintenant et tout de suite. Certains qui prétendent aller à la candidature ont commencé des chaînes WhatsApp, d'autres des podcasts, moi je l'appelle comme ça, si vous permettez. Et donc, pourquoi pas? Oui, c'est bien pensé, c'est bien joué. Maintenant, on l'attend aussi sur notre plateau. Très bien. Alors, Élisée, est-ce que vous partagez donc l'avis de nos amis sur le plateau, où vous dites, bah, écoutez, en même temps, il se prépare, il a fait une tournée, il fallait peut-être faire un bilan. Avec cette forme-là, il est en contact direct avec la jeunesse. Votre regard, Élisée, sur ce 20h25 de Tidiane Thiam? Vous avez dit en contact direct avec la jeunesse? Bah oui, parce qu'il est sur les réseaux. Ah, d'accord. Je pensais que quand vous parlez de contact direct, c'était en question en termes d'échange. Non, il est sur le digital. Donc voilà, là, évidemment, il est en termes d'échange, ok. Bon, je pense que je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été déjà dit. Moi, je note par contre quand même un petit bémol. Lequel? Déjà, c'est vrai que vous avez dit qu'il avait l'air très relax et tout ça, mais quand je regarde la photo qui est juste derrière vous, je regarde la mine de M. Tidiane Thiam et que je regarde la mine dans la vidéo, ce n'est pas la même chose. Je pense que dans la vidéo, il a une mine un peu plus grave. Si vous pouvez faire passer, les téléspectateurs pourront eux-mêmes s'en rendre compte, mais je sens une mine un peu plus grave, comme quelqu'un qui est un peu anxieux de savoir à quoi va ressembler cet exercice, mais quel sera le retour qu'on aura de cet exercice. Voilà, quand on regarde un peu la mine, on sait qu'elle est beaucoup plus grave que celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc je me dis que c'est normal, c'est naturel, c'est humain, parce que c'est quelque chose qu'on essaie, donc on a toujours une certaine appréhension. Donc ça se comprend aisément, ce n'est pas pour moi un élément, je dis, très fondamental. Mais je pense que ça vient enrichir le débat. Pour moi, aujourd'hui, ce qu'on attend, moi je dis tant que ça reste dans le cadre de s'adresser aux Ivoiriens, de leur partager ce qu'on veut
on veut leur proposer, ou bien de recueillir leur ressenti et de partager leur vécu au quotidien, moi, je ne peux qu'applaudir. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Là où on a commencé à monter, où je dis, peut-être on va commencer à lever de la voix, c'est quand on va voir que le discours prend une allure qui ne semble pas vraiment aller dans le sens que nous on souhaite. C'est-à-dire quand ça va commencer à prendre des allures d'invective, des allures de tension ou de créer de la psychose dans l'esprit des Ivoiriens. Bon là, nous, on va monter au créneau parce que ça, franchement, je dis, c'est pas qu'on veut s'ériger en donneur de leçons, mais on est prêt, quoi. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est son style? Est-ce qu'il nous a habitués justement à un tel style? On ne peut pas dire que c'est le style de Tidiane Thiam. C'est vrai qu'on peut lui trouver d'autres choses, mais ce n'est pas quelqu'un qui est de nature, qui est dans l'invective, vraiment qui est dans la belligérance et tout ça. Je crois que pour son parcours, je veux dire professionnel, pour l'environnement dans lequel il a vécu quand même, on peut comprendre qu'il tienne cette posture-là, que ce ne soit pas forcément tout le temps des guiguets, des palabres, comme souvent certains nous ont habitués. Donc à ce niveau-là, je ne trouve vraiment pas d'inconvénient. Comme je le dis, ça vient enrichir le débat. On a vu, comment il s'appelle, Billon, qui a lancé une plateforme, Jean-Louis Billon, qui a lancé une plateforme aussi où il s'adresse à des gens via Internet. Digital, oui. Voilà, sur le digital. On a le PPSI qui a son rendez-vous hebdomadaire aussi, qui est projeté sur le digital. On a le RHDP qui a aussi ses rendez-vous hebdomadaires. Bon, dans 2 jours là même, je ne sais pas où on en est avec ça, qui a aussi son rendez-vous hebdomadaire et qui aussi le met sur le digital. Donc tout ça, ça permet aux Ivoiriens quand même d'avoir une large palette de ce que vraiment les acteurs politiques veulent proposer et de se faire donc une idée et puis bon, en 2025 décider où aller. Très bien. Alors Herman, justement, quand on écoute Tidiane Thiam dans le fond maintenant, il a fait un petit bilan de ce qu'il a remarqué pour la révision de la liste électorale. Quel commentaire vous en faites? Il a fait un bilan de sa tournée aussi bien à l'intérieur du pays et à Abidjan. Il a même insisté sur le fait, sur l'étape de dîner qu'il estimait très très important. Parce qu'au dîner, comme il a dit, il avait annoncé que le PDCRDA devait retourner prendre sa place dans le nord du pays. Et il est parti. Bon, je crois qu'il n'y a pas eu de véritables problèmes en termes d'accueil et autres. Donc c'est déjà bon. Il est revenu aussi sur ce qu'il pense de la révision de la liste électorale. C'est vrai qu'il a quand même, on sentait un certain satisfait par rapport au nombre atteint. Aujourd'hui, on est à 1 400 000 de requérants. En attendant le point définitif de la CEI, il y a 1 400 000 requérants et 940 000 par là de nouveaux primo-votants. Donc, il a estimé que c'est vrai, mais en même temps, il a dit, puisque en 2000, la loi, le code électoral demande à ce que ça soit une opération qui doit être faite chaque année et qu'on n'a pas fait en 2021, on n'a pas fait en 2023 et qu'on a fait en 2024, il espère qu'en 2025, ça va se tenir. Et surtout que la dernière fois, Élysée, lorsqu'il a fait ses recherches, il a vu qu'en 2020, on a pu réussir une révision de liste électorale à quelques mois de l'élection présidentielle. Donc je pense bien que c'est un point important pour les partis de l'opposition. Donc lui, Tidiane Thiam, qui en plus veut être candidat à la candidature au niveau de son parti là-bas pour cette élection. Donc la question de la révision de la liste électorale, surtout qu'on note quand même que la dernière semaine a été une semaine d'engouement. Donc si on essaie encore cette opération, il se peut qu'on ait beaucoup plus de personnes. Donc moi je pense que c'est un point qui est important. Il est revenu là-dessus en 6 minutes, il a parlé de toutes ces questions. Alors j'aimerais justement avoir l'avis de Barry et de Pascal sur la proposition, ou le fait qu'il ait dit, attention, ce serait sympa de le faire en 2025, de faire une autre révision, puisque le Code nous demande de le faire chaque année, Barry. Votre point ? Je pense qu'il fait bien de le rappeler, mais avant lui, beaucoup d'autres personnes avaient déjà évoqué le cas. Je pense même le président de la CEI, lors de son intervention à l'Assemblée nationale, il avait interpellé les députés sur ça, parce que c'est une question de loi. Mais je pense que sur ce point-là, je suis un peu d'accord avec lui. Ça va permettre de capitaliser. Il a aussi fait une comparaison avec le Ghana qui aurait 30 millions d'habitants, 17 millions d'inscrits. Bon, je ne sais pas si la comparaison elle est juste parce que le Ghana a quand même connu une période de stabilité politique depuis 1992. Ça fait 30 ans de stabilité politique alors que la Côte d'Ivoire, de 1990 à 2010, c'est quand même des moments troubles sur le plan politique. Donc la comparaison me paraît un peu
me Mal paraît placé, un peu peut-être mal placé. Ok. Peut-être avec un pays comme le Libéria qui a connu la guerre, ça aurait été plus juste de faire la comparaison. Très bien. Moi, je note qu'il y a quand même, lui-même, quand on l'écoute, on sent qu'il est un peu satisfait, même s'il ne le dit pas clairement. Il y a une forme de satisfaction avec le processus. Pascal, un point rapide là-dessus? Oui, ce que je veux noter, c'est l'engouement sur les réseaux sociaux, notamment des jeunes. Vous parliez de primo-votants, donc ça dessine un âge de votants qui, donc à partir de 18 ans, si je ne m'abuse, et plus. Et les jeunes sont en train de s'auto-motiver, de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, à aller voter, parce que de plus en plus, quand vous avez un individu qui se plaint d'un aspect ou d'un autre de la gouvernance, et c'est ça le vrai enjeu derrière cette opération d'enrôlement, ce n'est pas pour la beauté du geste ni pour la gloriole des statistiques. Vous avez de plus en plus de personnes, de commentaires en réponse qui leur disent « mais très bien, faites agir votre voix, allez voter ». Allez voter. Et si vous voulez que les choses continuent parce que vous estimez qu'elles sont sur la bonne trajectoire, vous exprimez votre vote qui est une arme puissante, une arme de paix, une arme légale. Et puis si vous voulez que les choses soient attribuées à une autre trajectoire, à une autre personne, à une autre personnalité, à un autre groupe politique, allez voter aussi. Donc derrière toutes ces formations politiques, ce que je note, c'est que l'individu et surtout les jeunes ont pris à cœur de vraiment, comme aux États-Unis, le mouvement qu'il y a eu avec les artistes, les stars qui demandaient aux jeunes d'aller voter, de ne pas que se plaindre. Moi, derrière toute cette opération d'enrôlement et derrière ce chiffre de plus de 900 000 primo-votants, j'aimerais vraiment saluer cette jeunesse qui se mobilise et j'espère que les choses vont continuer d'aller dans ce sens. Pour 2025, si je peux terminer là-dessus, oui, si la loi l'autorise et si on le fait avant les élections, je ne sais pas si c'est ce que tout le monde veut dire, puisque les élections sont en octobre et que c'est possible, pourquoi pas? La comparaison, certes, n'est pas raison, mais oui, il faut se challenger parce que personne ne veut un camouflet avec une population de votants qui serait moindre que celle attendue, parce qu'il faut que ce soit vraiment bien, Pascal, ce que ça dit, le suffrage universel exprimé. Merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, réagissons, on va progresser dans notre agenda, Herman. Réagissons sur... Réagissons sur... Il y avait un point important quand même. Oui, c'est bien. Oui. Demain, Élysée, on va revenir demain. Élysée, on reviendra demain. On reviendra demain. Réagissons maintenant, messieurs, dames, sur la nomination du nouveau directeur général de la RTCI. Donc, l'agence de régulation des télécommunications Côte d'Ivoire a un nouveau directeur général par intérim hier. Nous parlions donc du limogeage de Mme Namawa Touré. Aujourd'hui, Lakoun Ouattara, nouveau directeur général, nommé donc. Herman, réaction sur cette nomination? Moi, je pense que hier, on en a parlé. On a débarqué celle qui était là, sans donner, faire écho des raisons. Aujourd'hui, on nomme un autre. Je pense bien qu'on a checké aussi son background. Voilà. Et aujourd'hui, j'espère seulement pour lui qu'il ne va pas connaître le même sort que... J'ai à peine d'arriver aussi. Oui, mais si on nomme des gens et qu'après, on les dégomme sans donner les raisons, j'espère que la feuille de route qui lui a été donnée... Dégommer, bon, on les enlève, débarquer. On les limoge, voilà. Ce sont des synonymes. Exact. Alors, voilà. Non, pas dégommer, ce serait... Personnellement, je crois qu'on peut peut-être un jour s'arrêter et nous dire quel est ce trésor qui est caché à la RTCI pour qu'à chaque fois, il y ait ces passes d'armes-là qu'on constate. Parce que, comprenez, celle qui est partie, elle avait eu à la faveur, je ne dirais pas si c'était sa chance, à la faveur de quelqu'un qui avait été débarqué, qu'elle est venue. Aujourd'hui, la même chose qui est arrivée à Clo-Clo est arrivée à Clacla, elle est partie. Il y a un autre qui arrive. Aujourd'hui, il remplace quelqu'un qui vient d'être débarqué. Et c'est pourquoi je dis, j'espère vraiment pour lui qu'il ne va pas connaître bientôt le même sort que celle qui est partie. Paris. Je note que M. Ouattara vient du secteur privé. C'est une nomination aussi... C'est la troisième, je pense, si ma mémoire est bonne. J'ai envie de dire aussi qu'est-ce qui se passe à la RTCI, pourquoi c'est chaque fois à la RTCI.
Mais comme on n'a pas les informations sur les raisons du départ de Madame l'ex-directrice, on ne va pas trop se prononcer dessus. Mais je note que M. Ouattara, il a certainement des défis à surmonter parce que quand vous remplacez quelqu'un qui vient de remplacer un autre, c'est qu'il y a un problème. Et j'espère aussi que l'inspection générale d'État et la haute autorité de la bonne gouvernance feront des enquêtes pour comprendre réellement qu'est-ce qui se passe au fond. Je ne dis pas qu'il y a mauvaise gestion, mais je pense que ce sont les entités habilitées à se prononcer sur la question. Ou peut-être la Cour des comptes, je ne sais pas, mais il faut que les Ivoiriens sachent réellement qu'est-ce qui se passe avec la RTCI. Pourquoi à chaque fois c'est la RTCI. Bon, on peut quand même lui souhaiter bonne chance. Oui, bien évidemment, c'est quelqu'un d'expérimenté, il a un beau parcours, mais est-ce que le beau parcours suffit à diriger la RTCI? Je ne pense pas que ses prédécesseurs étaient moins compétents que lui, mais tout compte fait, il va falloir qu'il relève des défis s'il ne veut pas partir comme les autres. Oula. Oh là là. Alors, Pascal, il est ex-directeur général de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, nommé donc par intérim, directeur général par intérim de la RTCI. Quel est votre avis sur cette nomination, Pascal? Bien, écoutez, moi je vais souhaiter bonne chance aussi. Mais pourquoi bonne chance forcément quand on a le parcours de M. Lakoun Ouattara, quand on a un homme de terrain comme lui, un technicien comme il l'est, et qu'à plusieurs reprises, de grandes organisations ont eu à lui confier leur rêne, et qu'aujourd'hui, c'est l'intérim de la RTCI au niveau de sa direction générale. Oui. Moi, je ne vois pas la mauvaise gouvernance forcément derrière tous ces départs. Enfin, pas uniquement pour des raisons d'argent. Peut-être que... Pas uniquement pour des raisons d'argent. Oui, je veux dire, quand plusieurs fois, hein, on a ce type de soubresaut, parfois je me dis, est-ce qu'il ne faut pas réformer peut-être l'entité en elle-même, l'entité RTCI? Est-ce qu'elle n'a pas trop de pouvoir ou trop de puissance en décision décisionnelle, financière ou en ressources humaines? Peut-être qu'il faut, je dis ça, je dis rien, hein, que le personnel de la RTCI ne m'en veuille pas, je me pose la question. Peut-être que le problème, ce ne sont pas les différentes DG qui se sont succédés, quoique ils sont quand même responsables. Peut-être que c'est la structure interne les process, les systèmes. C'est la structure interne qu'il faut revoir. Pas qu'elle soit pas adaptée pas qu'elle soit mauvaise, mais peut-être qu'elle n'est pas forcément adaptée à un tel type de gestion. Est-ce qu'il faut avoir scindé l'organisation en deux? Est-ce qu'il faut renforcer les contrôles internes? Quel est le problème d'ailleurs? Quel est le problème? Ça aussi, il faut qu'on le dise. Donc, pour moi, attendons de voir. Et puis, comme je le disais à l'entame de mes propos, souhaitons que M. Ouattara Lakoun, dont l'expertise managériale approfondie est connue, puisse enfin arrêter les rififis à la RTCI. Élisée, votre point? Je dis d'autres. Moi, je pense qu'il faut que les Ivoiriens sortent de cette logique de quand un DG est débarqué ou bien un DG sort, ça devient problématique, on en parle, ça fait couler beaucoup de salive et d'encre. J'ai dit hier ici, nul n'est DG. DG, c'est une nomination. Donc, un homme demain, on peut t'enlever. C'est justement parce que dans nos États, on a pris l'habitude de nommer des gens sur des quarantaines d'années, des cinquantaines d'années qui ne bougent pas, qui deviennent inamovibles. Qu'aujourd'hui, quand on enlève quelqu'un, ça devient retentissant. Mais il faut qu'on change cette manière de gouverner. Oui, quelqu'un a beau être intelligent, il n'est pas le plus intelligent de la République. On est plusieurs à avoir étudié, il y a plusieurs intelligences, des gens qui sont l'expertise qui est reconnue au niveau international. Donc on peut toujours les solliciter pour pouvoir diriger une entreprise. C'est pourquoi je dis peut-être même qu'il faut qu'on parvienne peut-être à légiférer là-dessus, de sorte qu'on mette vraiment la gestion des DG dans un timing. On peut se dire, par exemple, DG des structures publiques, là, vous n'avez pas plus de... Mais le président a décidé, les l'administration. Ils ont 3 ans de mandat, ils ne dépassent pas 2 mandats. Le président a tranché là-dessus, mais ça peut se faire pour les DG. On dit un DG, là, au maximum, on peut te reconduire 2 fois sur 3 ans. Après ça, c'est fini. On peut légiférer dessus. Et puis c'est fini. Oui, non, mais aujourd'hui, on se dit non, que quand on met un DG, on dit on enlève un DG, toute la République en branle. Parce que tellement on n'est pas habitué à ça. mais je veux qu'on comprenne à un moment donné quand même que la fonction de DG, c'est une fonction de nomination. On peut vous enlever, on peut vous laisser. Moi, je veux vraiment qu'on retienne ça. Et puis, en plus, la RTCI, peut-être que c'est parce que c'est la RTCI et par rapport à sa spécificité que ça fait beaucoup de bruit. Sinon, les DG, là, je peux vous sortir une liste de DG qu'on a débarqués.
mais qui n'a pas fait autant de bruit. Peut-être que c'est la RTC. Sinon, il y a des DG qui ont été débarqués ces dernières années, qui ne sont plus en fonction. Il y a de nouveaux DG qui ont été nommés. Donc ça, vraiment, il faut qu'on arrête. Et puis, comme je le dis, je répète ce que j'ai dit hier, peut-être qu'il faut qu'on arrive aussi à un moment donné à expliquer pourquoi un DG part, pourquoi un autre Alors, arrive. votre micro a un challenge, Élysée, me fait dire... Mais excusez-moi, je suis ostracisé. Mais bon, ça va se régler. Non, mais pardonnez, on est obligé de couper. Herman, on est obligé de couper, pardonnez, parce qu'on a un agenda et le temps est en train de me persécuter. Et essayons d'avancer. Allons-y, je vous envoie à Bamako. Je sais que vous aimez le Mali. Allons à Bamako. On n'aime que le Mali. Voilà, on aime bien le Mali. Allons à Bamako pour comprendre un peu ce qui se passe. Pourquoi le Premier ministre Choguel Kalala Maïga, en poste depuis le 7 juin 2021, a été débarqué, justement. Mais c'est ce qu'Élysée vient de vous dire. Il faut qu'on accepte qu'un DG puisse être débarqué et qu'un Premier ministre puisse être débarqué. Non, pas du tout. Je pense que là, on peut supputer quand même sur les petites raisons qui nous parviennent. Je vais commencer par vous, Dr Barry. Alors, c'était vraiment la légitimité de la transition, pour certains observateurs en tout cas. Pourquoi a-t-il été débarqué, Barry ? Avant de dire pourquoi il a été débarqué, pourquoi a-t-il été nommé? Il a été nommé pour assurer une transition qui devait prendre fin en mars 2024. Sur ce coup-là, on peut dire que c'est un échec cuisant de la part de lui et de son premier responsable, le président Assimi Goïta. Et on a vu le pourquoi. Il s'est permis, en tant que Premier ministre sortant, de faire des déclarations choc qui peuvent être interprétées comme de l'insubordination. C'est cela. Auprès des autorités Rapidement, de transition. qu'a-t-il dit dans ces déclarations qui ont Il créé a justement dit qu'il a pris certaines décisions gouvernementales à la télévision, ce qui est quand même scandaleux pour un Premier ministre. Ça veut dire qu'il ne pouvait avoir que cette suite, en fait, parce qu'il y a des tensions entre lui et puis certains militaire de la transition selon plusieurs médias, dont celui qui l'a remplacé, Maïga, le colonel devenu général des divisions Abdoulaye Maïga, qui devient un Maïga en chasse et un autre d'ailleurs. Et maintenant, le challenge, c'est quoi? C'est quel capital politique M. Choguel Maïga va tirer de tout ça? Parce qu'il faut noter que c'est sous sa mandature de Premier ministre que plusieurs associations de la société civile ont été suspendus, plusieurs partis politiques suspendus, les activités politiques suspendues. Donc, il en est comptable, à mon avis. Et les tensions avec la CEDEAO se sont exacerbées sous sa mandature. Avant sa mandature, il y avait un consensus. Donc, au-delà de tout ça, je pense aussi que M. Choguel Maïga a pris les devants. Il n'a pas voulu démissionner parce qu'il attend un capital politique de ce limogeage-là. Il va se présenter comme celui qui a osé dire la vérité non aux autorités militaires. Et il faut aussi noter que le pouvoir législatif, exécutif, la primature sont aux mains de l'armée et de la gendarmerie parce que le général Maïga, il représente la gendarmerie nationale du Mali. Herman, votre commentaire justement sur les raisons qui ont envoyé son limogeage. Moi, je pense que Choguel Maïga, j'estime que il a été lui-même, il a fait le constat qu'il a été pris dans le piège des militaires. Daouda l'a décrit tout à l'heure. Daouda Barry. C'est Barry. Je suis assis à sa place, peut-être c'est ça. Barry a pu le décrire tout à l'heure. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs de départ? Surtout que ses camarades avec qui il était dans le M5, qui a valu leur place aux côtés des militaires dans la gestion du Mali. Et ses camarades, pour la plupart, sont soit en exil, soit en prison. Et qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui l'empêchait de dénoncer tous ces faits-là? Les leaders des partis politiques qui avaient été arrêtés, tout cela, il n'a pas fait. Même lorsque, vous avez un challenge avec votre micro, Herman? Moi aussi. Si. Ça va être réglé tout de suite, mais souffrez qu'Élysée reprenne là où vous avez laissé Élysée. On va faire un petit tour de table avec vous. On arrive à vous. Les raisons. Il a réussi à dire, attention, il faut qu'on regarde un peu cette histoire de fin de transition au Mali. On lui dit, toi, tu commences à trop parler, et il est limogé de son poste de Premier ministre. Non, je pense qu'en avançant ça comme un argument, on lui fait trop la belle passe.
La transition ne prend pas fin maintenant, en novembre 2024. La transition était censée prendre fin en mars en mai 2024. Pardon, en mars 2024. Il n'a pas crié pendant ce temps. Donc, ce n'est pas maintenant. Il va nous faire croire qu'il venait critiquer le régime. Il faut arrêter. Ils ont des problèmes d'intérêt. Il y a des intérêts, il y a des égos qui se sont manifestés. Il y a des intérêts personnels qui, certainement, sont en train d'être remis en cause. Et c'est ce qui fait qu'il fait cette sortie. Mais comme je le dis toujours, quand tu as pactisé avec le diable, ne viens pas après te plaindre devant les anges. Vous dites que qui non. Est le diable? Qui sont les anges? Rien dit. C'est juste une manière de parler. Tu ne peux pas dire demain devant les anges que non, revendiquer devant les anges le fait qu'il t'ait laissé dans les bras du diable. Ce n'est pas juste. Il faut qu'il le reconnaisse aujourd'hui. Il est face à cette turpitude. Il se rend compte. Voilà, qu'il s'est accommodé à quelque chose qui n'avait pas sa raison d'être. Il n'a qu'à assumer les frais. Et puis maintenant, peut-être s'il revient à la raison, comprendre qu'aujourd'hui, le Mali a besoin bien plus d'un régime civil. Le Mali a besoin de rentrer dans la normalité plutôt que de rester dans ce régime d'exception-là qui ne fait que le plonger davantage. Herman, on revient pour terminer vos propos. C'est OK maintenant, oui. Bon, ce que je disais, j'ai dit que Maïga, Shoguel Maïga a été pris, il a constaté qu'il a été pris au piège des militaires. Il n'a pas dénoncé lui-même. C'est lorsque certains des acteurs du M5 le M5 qui a valu sa place même aux côtés des militaires en tant que Premier ministre. Ses camarades du M5, pour la plupart, sont soit en exil ou bien sont en prison. Oui, en ce moment-là, il n'a pas démissionné. Même lorsque la transition militaire, normalement fixée en objectif avec la CEDEAO, a pris fin en mars 2024, lui, Maïga, il n'a pas démissionné. Donc aujourd'hui, essayer de défier l'autorité des militaires au pouvoir pour seulement constater ou bien espérer que ceux-là, par suite logique, le limoge et en bénéficier, avoir un certain bénéfice au niveau politique. Barry l'a dit, capital politique. Je trouve que c'est calculateur et c'est souvent malsain. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas lui-même comptable de cette gestion souvent qu'on critique de sombre des militaires au pouvoir au Mali? Moi, je pense bien qu'il est lui aussi comptable de cela. Pascal, si je veux reprendre les propos d'Élysée, quand on pactise avec le diable, il ne faut pas venir se plaindre devant les anges. Bien qu'on ne sache pas qui a l'identité de qui, anyway, ce n'est pas grave. Mais est-ce que vous pensez que Shoguel aurait pu en parler depuis longtemps, pas maintenant? Civil ou pas, puisque, comme on le disait sur le plateau ici, il a été la caution civile du pivot stratégique opéré par la junte quand elle arrive au pouvoir et qu'elle met en place cette transition qui d'ailleurs, je le rappelle, devait être arrêtée en mars 2024 selon les engagements que la junte elle-même avait pris devant la communauté internationale et passée à des élections, élections également auxquelles elle s'était elle avait déclaré ne pas prendre part le moment venu. Alors quand on a fini de dire ça, quand le secrétaire général de la présidence fait cette annonce, le Al-Fusseini Diawara, eh bien, je pense que M. Shoguel Maïga, il doit se sentir comme le cheveu sur la langue, sauf que quand on zozote, c'est la faute aux cheveux. Oui, parce que c'était prévisible. Comment vous vouliez qu'un tel attelage marche? Il avait en lui-même les germes de son explosion. Ce Premier ministre-là qui est nommé maintenant, c'est un général qui est devenu général parce qu'il était colonel aussi au moment de la... Voilà, il est devenu général, comme c'est le cas souvent quand les colonels arrivent au pouvoir, ils se nomment souvent généraux. Ce général qui arrive là, il est maintenant, il est homogène, c'est-à-dire que le groupe avance en rang serré et j'espère que pour le peuple souverain du Mali, ça n'augure pas de moments sombres et qu'au contraire, on va aller vers des engagements. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut espérer de toute façon. Vers des engagements à ce que le pouvoir revienne aux civils, quitte à ce qu'un militaire, qui est un individu comme un autre, renonce à son statut et puis se présente. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Alors, de Bamako, revenons pour aller dans les montagnes. Et dans le Tonkpi, principalement, c'est un virage à 360 degrés. On part pour parler donc de la 7e édition de Tonkpi. J'espère que je vais bien prononcer. Nihidale. Nihidale, c'est ça. Élysée est là pour ça.
Pardon? Nidalais. Nidalais. C'est sa région, donc il sait comment. C'est pas Nidalais, c'est Nidalais. D'accord, très bien. Et c'est M. Bamba Lou Mathieu qui arrive pour parler donc de cette 7e édition. On parlera donc de comprendre un peu pourquoi ce festival, quelles sont ses missions, les grandes articulations et les innovations attendues avant de passer donc au 1945 qui vous sera présenté par Isabelle Vauvore. Monsieur Bamba, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes très très bien habillé. Je vous en prie, merci beaucoup. Comment on appelle cela? Baboum. Pardon? Baboum. Babou? Gbagbo. C'est pas Gbagbo. C'est Baboum. Voilà. C'est l'appellation de Ce boubou-là. Voilà, Babou. voilà. Très bien, c'est très très bien fait. Je vous en prie. Alors parlez-nous un peu de ce festival. Pourquoi est-ce qu'il a été initié? Ben, avant tout, je voudrais qu'on prononce bien le nom. Le nom, d'accord, aidez-moi. Nidalé. Nidalé? Nidalé, mot à mot, c'est la réjouissance de l'âme. La réjouissance de l'âme. Ça veut dire en un mot le bonheur. Le bonheur. Alors ça exprime ici une valeur, non pas que ceux qui célèbrent le bonheur sont déjà heureux, C'est ça. mais c'est parce qu'ils veulent justement être heureux qu'ils célèbrent le bonheur comme valeur à réaliser, à passer dans le concret. Et pour cela, depuis 2017, le Conseil régional de la région du Tampi a initié ce festival qui fait désormais son bonheur. Et l'initiateur, c'est donc le président du Conseil régional du Tampi, que mon frère connaît bien. Le docteur Albert Mabitoki. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Alors Pascal, question? Oui, moi je voudrais saluer de nouveau M. Bamba. C'est extraordinaire parce qu'on a un turnover sur ce plateau, mais tous les ans, je suis là quand il vient annoncer le Nidalé. Ah ouais, comme par hasard. Nidalé. Donc ça veut dire que je dois m'y rendre. Les complexes touristiques hôteliers de la région ont dû... Je peux vous offrir ça. Bon, voilà. J'ai vu que je vous ai encensé, mais que c'est à Christian que vous avez donné en premier. Non. C'est mon destin. Allez-y. Alors, ça fait 7 ans que vous organisez cela de façon majestueuse avec Monsieur le Président du Conseil, le docteur Albert Mabitoki, on le disait à l'instant. Alors, les complexes hôteliers pour accueillir maintenant les invités, parce que c'est devenu un gros événement. La région est bien équipée. Je sais que la route est bien faite pour y arriver. Oui, bien sûr. Et si toute la Côte d'Ivoire, si vraiment... Il y a même les vols 3 fois par semaine. C'est extraordinaire. C'est pas trop cher le billet, hein? Ça, je peux pas vous c'est le Harry. Alors, Maintenant, je disais, est-ce qu'on a les infrastructures hôtelières pour accueillir tout ce monde? Et qu'est-ce qui est innovant cette année? Qu'est-ce qui fait la différence cette année? Structure, différence cette année? Oui, vous avez bien dit, parce que lorsque nous avions commencé, l'un de nos objectifs, c'était de servir de la culture pour le développement. Et il se trouve que au fur et à mesure que les sessions se tiennent, il y a un engouement et il y a des problèmes de logement. C'est de plus en plus résolu parce qu'effectivement, les cadres se sont engagés. Oui, les gens construisent. Et puis, bon, nous trouvons aussi le loisir de loger chez l'habitant dans les villages, quand nous invitons les peuples qui viennent d'autres régions. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme innovation cette année? C'est d'abord le thème. Le thème de cette année, c'est culture et intégration. C'est ça. La notion d'intégration, on la connaît tous. Il y a une politique nationale d'intégration, mais ça se spécifie par région souvent. La région de l'Ouest est une région transfrontalière. Il y a beaucoup de pays qui touchent. Alors, de sorte que cette année, l'intégration va concerner aussi bien les dents de Côte d'Ivoire que les dents de la Guinée qui seront invités, qu'on appelle les Manon, que les dents de Libéria qu'on appelle les Guio. Ils seront Et vous comprenez les dents de Guinée, Libéria, oui, ceux qui sont plus proches, ils comprennent. Mon ami qui est là, il comprend très bien. Il a des parents de l'autre côté de la frontière. Lequel? Parce que là, vous avez parlé de 2 pays. Elisa a des parents au Libéria? Guinée. On a des parents un peu partout. Et les jeunes sont contents de découvrir, de redécouvrir leurs traditions. Ils viendront justement avec les éléments de chez eux. Très bien. Et ensuite, toujours dans la question de l'innovation au niveau des invités,
Le peuple invité au plan national, c'est les peuples Du Nord. Aboisseau. Les Agnés. Voilà, Aboisseau. Les Saint-Louis. Du Sud Comoé. Ok, Du Sud Comoé. d'accord. Merci de m'avoir C'est ça, le Sud Comoé. redressé tous les peuples du Sud Comoé avec tous les rois qui seront Ok, là. ah, Tous ça les c'est rois. bien. Et au plan international, donc j'ai parlé de la Guinée, j'ai parlé du Libéria, mais il y a aussi les Igbo. Les Du Nigeria. Il y a ceux qui vivent ici. Ok, Très bien. Ceux la qui communauté, vivent ici. pourquoi? Mais parce qu'ils nous ont déjà invités à leur fête d'Ignam ici. Et pour leur rendre aussi la monnaie, nous les Très bien. invitons Mais ici. je pense aussi que l'une des raisons, Alors, on a beaucoup de similitudes. Justement, j'allais poser la Oui, question et ici. justement, Beaucoup de similitudes avec voilà. le peuple Igbo, beaucoup de similitudes en termes même de, je veux dire, d'habitudes alimentaires Voilà. et un peu même de tradition, de Mais- pratiques même traditionnelles. Ceci explique cela. Merci de venir à mon secours. Parce que la tenue, en fait, il Oui, y c'est a vrai, un le peuple chapeau, au là, Nigeria le chapeau, qui a aussi ça, les C'est vrai. Bénués, voilà, Oui, c'est un oui. peu pareil. Voilà, c'est Très ça. bien. Alors, on a 2 minutes parce qu'on part au journal. Ah, déjà Ça va. Oui, oui, papa. Vas-y, Déjà, pose on la part. Alors, les innovations, Le vous avez programme. le programme, rapidement, La et puis date. le jour de Bon, démarrage. d'abord, je donne la période. Oui, s'il vous plaît. C'est du 11 au 15 décembre. Du 11 au 15 décembre. Vous êtes tous invités. J'ai des cartes d'invitation ici d'ailleurs pour vous Avec tous. beaucoup de plaisir. Voilà. Alors, du 11 au 15 décembre, vous êtes tous invités. Les points les plus marquants, il y a les moments de la réflexion, il y a le colloque, il y a le forum économique, ensuite il y a tous les arts vivants. Hein. Et la région, vous savez, hein, est très très remplie d'art, surtout les arts vivants, que ce soit les danses, que ce soit les masques et les jeux patrimoniaux. Les couches de masques, c'est vraiment unique pour la région, les couches de masques. Et il y a la lutte aussi. Et puis il y a une exposition. Il y a une exposition qui va regrouper tous les artisans, tous les artistes aussi qui produisent, et tous les paysans qui produisent aussi les matières agricoles. Donc il y aura tout cela. Très bien. Une invitation au grand public. C'est vrai que vous nous avez invités, mais pour le grand public. Hormis les peuples de Saint-Louis, est-ce qu'il y a d'autres peuples qui peuvent venir assister? Nous avons des alliés traditionnels, hein, que ce soit les Sénoufos, que ce soit les Gouro, qui sont des frères. Et tous les peuples sont invités, les voisins, les Ouais, tout le monde vient. Les Godets. Pardon? Les Godets. 30 secondes pour appuyer aussi l'appel. Oui. Voilà. allez-y. Je voudrais juste demander à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, voilà, de venir du 11 au 15 décembre 2024 à Mans pour vivre le festival Nidalé. Quand vous serez à ce festival, du retour de ce festival, vous aurez une autre vision de 2025. Tous ceux qui ont des velléités, même de conflits, verront que ce n'est pas utile. Parce qu'ils vont découvrir une région paisible, une région où il fait beau vivre, une région de la paix. Très bien. C'est véritablement cela. Si on avait le temps, j'allais vous demander à Élisée de le faire en langue, mais on n'a pas le temps. Ah si, on a le malheureusement. temps, allez. On n'a pas le C'est temps. un moment de télé, ça. On n'a pas le temps, le journal. Ben, j'ai été très heureux d'être mais nous d'être aussi, invité. Monsieur Bamba, On aurait merci pu beaucoup. prolonger un peu plus, mais il y a le Oui, temps. c'est ça. Je voudrais vous dire merci C'est notre plaisir. et inviter tous les Ivoiriens et Très tous bien. ceux qui veulent connaître, parce qu'il y a aussi la dimension touriste. On a dans terminé. Voilà. On va aller au journal. Mais merci. comme on a le temps, c'est jusqu'en décembre, Oui. vous allez assurément Revenez, monsieur ça Bamba. sera avec beaucoup de plaisir. Oui, merci à beaucoup. vous. Vous êtes Monsieur Bambalou Mathieu et on parlait justement avec nous de la culture et l'intégration au cœur de cette 7e édition du Tompi Nidalé. Tompi Nidalé. Nidalé. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Mais avant justement de rappeler notre plateau, je voudrais spécialement, et nous tous ici, envoyer nos amours et toute notre amitié au maire de Saïwa qui, à l'entame donc de l'émission, appelle tout le monde et ils sont tous devant la télévision. Merci beaucoup. Si je savais comment on dit merci en BT, je l'aurais dit. Mais merci beaucoup. Ayo, kakaka. C'est ça. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, ça suffit. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Alors, nos amis sont toujours là. Barry, Pascal, Élisée. Le fils du Tokwi. Herman. Ils sont toujours là. Nous a rejoint en plateau monsieur Van Litiéné, sculpteur ivoirien. Vous avez reçu récemment le prix spécial Henriette Dagri Diabaté. Alors, on a quelques petites minutes à faire avec vous.
Quel est l'intérêt, justement, de la sculpture dans le développement de l'art dans une nation? Bah, déjà, la sculpture, on va dire, c'est une discipline plastique, comme la peinture, tout ça. Mais la sculpture, aujourd'hui, nous permet de représenter des monuments à travers notre pays et nous permet de représenter, on va dire, la culture ivoirienne. Voilà, selon les masques des différentes régions, donc mettre en valeur la culture ivoirienne par des monuments. C'est ce qui est réellement important. Et c'est vous qui êtes, c'est vous qui avez fait donc tout ce qu'on vient de Oui, voir. exactement, tout ce que vous voyez là. Vous travaillez beaucoup plus le bois, apparemment. Voilà, le bois, c'est ça, le bois récupéré des forêts, le bois flotté, que je développe comme ça à des hauteurs monumentales, quoi. Et votre atelier, avant Pascal, votre atelier se trouve où? Je suis basé à Ijon-les-Bains, en France. Ok, Donc très bien. là où je suis basé, il y a un gros festival de bois qu'on appelle le Festival des Flottants, où je suis le sculpteur principal. Donc je fais des sculptures monumentales à travers toute la ville et toute l'Europe. Très bien, Est-ce que vous Pascal. pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Bon, je suis Vonly Téné, artiste peintre sculpteur. D'abord, j'ai fait les Beaux-Arts d'Abidjan, où j'ai eu une maîtrise en peinture. Et ensuite, je suis passé par la France pour avoir mon Master 2. Et c'est là-bas que j'ai développé et j'ai appris à sculpter le bois flotté. Et aujourd'hui, je suis devenu un élément incontournable dans ce domaine, en fait. Alors, la particularité dans ce que je fais, c'est que moi, je vais à des hauteurs vraiment folles. Je suis pas à Ah la oui, douze. hein? Voilà, c'est des sculptures monumentales que je réalise. Donc, c'est ce qui m'a permis d'être connu. Sur À ce combien de plan. mètres comme ça voilà. Bon, le Vraiment de maximum que hauteur? j'ai fait, c'était 12 mètres de haut. 12 mètres de haut. Ouais. Avec une équipe? On vient de le voir à l'image tout à l'heure. Herman, regardez On peut ça, c'est revenir? magnifique. Hein? C'était à l'arrière, en fait. Très bien. Voilà. Herman, Moi, j'ai plutôt eu une petite préoccupation. On voit que vous travaillez le bois. Ouais. Aujourd'hui, il y a, en termes d'agression du couvert forestier, Ouais. est-ce que dans votre projet, votre initiative, il y a un volet où vous pensez au Reboisement? reboisement? J'adore cette question parce que moi, je travaille dans le domaine, on va dire, écologique. Les bois que vous voyez que je prends pour faire les sculptures, ce n'est pas des arbres qu'on a à abattre, tout ça. C'est la forêt qui nous a offert ça. C'est des bois morts de forêt qu'on va récupérer. d'accord, très Et bien. les déchets de la nature qu'on va transformer pour donner, comme on appelle, de l'art à la population. Donc, Félicitations. on est dans un processus de développement durable qui est très important. Parce que l'écologie aujourd'hui fait partie intégrante de notre quotidien. Bon, on n'y prend pas trop d'attention, mais tenir compte de la planète, c'est très important. Voilà. À cet effet, si vous permettez, je vais annoncer demain, on a des rencontres écologiques au parc. Des expositions. Donc, pas des expositions. Du Au Banco. parc de réserve d'Alia Fleur à Bégerville. Ah oui, Bégerville, Voilà, oui, oui, oui. à partir de 9h. Là aussi, j'expose une sculpture que je vais présenter. Donc, on va parler d'écologie, puis voir un peu comment ça se passe. je pense que vous serez ici, vous parlez d'écologie, vous serez très amis avec Herman. Ouais, Oui, ça parce fait que, partie intégrante de ce que je fais. C'est de la récupération C'est ça. Ah, c'est naturelle. On ne va pas tuer des arbres, agresser, non. On va prendre ce que la nature va nous donner et puis la transformer. Parce qu'à un moment, Herman a cru que vous alliez être à la base de la perte du couvert forestier. Très Voilà. bien. Alors on va faire peut-être un petit mot de fin, parce que D'accord. voilà, c'était vraiment vous présenter au public ivoirien et puis Annoncé pour demain. annoncer votre activité à Dahlia Fleur. Ce que vous faites est extraordinaire, Merci. bravo. Ah, c'est un- Donc, C'est c'est moi qui magnifique. vous remercie. Après, à travers ça, c'est montrer un peu à la jeunesse de croire en ce qu'ils veulent faire. Bon, moi, je suis parti, on va dire, je suis parti de rien pour rien. arriver à là. J'ai mis ce que je fais, donc du coup, je les encourage à vraiment être Magnifique. dans ce qu'ils veulent faire. Ça paye bien un projet. Je gagne bien ma vie, donc il n'y a pas de sous-métier. Bon, on a tendance à croire que ceux qui font de l'art, c'est les gens qui échouent en fait, qui vont se rabattre sur l'art pour fait. Non, ça, j'ai fait des études pour ça, j'ai développé et aujourd'hui, les récompenses, les fruits sont là en fait. Moi, je vois bien ça. On a Très beaucoup bien. de. Alors, aller on a à beaucoup cette de routes, hauteur-là, Voilà. sans gagner sa vie, ça va être un Est-ce peu que c'est galère. prévu que vous. On termine, Herman. Oui, est-ce que c'est prévu que vous portiez un projet comme ça aussi? Parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, Tout on à a fait, il y a un besoin. projet qui est prévu pour l'an prochain. Pour les, on va dire, pour rendre hommage à un grand sculpteur qui n'est plus des nôtres, Christian Latier. Mhm, Donc, oui, oui. pour cet hommage-là, je vais réaliser des sculptures avec des étudiants des Beaux-Arts. Il y a un programme qui est prévu à cet effet. On espère bien. voir Alors, sur on a- nos, sur on nos a avenues, terminé. sur nos avenues ici en Côte d'Ivoire. Et ouais. un dernier point, si vous permettez. Rapidement. C'est pour rendre, on va dire, hommage. On a perdu 2 hommes de la culture le week-end dernier. Oui. Le peintre Monébou, illustre peintre, et puis le grand sculpteur Maël Giré. Donc vraiment, c'est pour parler de ça, de leur hommage
à travers votre antenne. Très bien. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Hein. Je vous en prie. Et vous faites un travail extraordinaire. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes Vanli Tiéné, sculpteur ivoirien. Super, voilà. Et bravo. Merci. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Bravo et bonne Et je continuation. vous invite en décembre pour la foire internationale de l'art contemporain Très bien. Au Palais de la Culture. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, nous allons maintenant parler justement de quelque chose de très intéressant, du fonds de garantie automobile. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir ici M. Maïzan Kofi Noël, qui est donc à la tête de ce fonds-là, administrateur des services financiers, ingénieur qualiticien. Il a vu ses missions renforcées par un décret pris en Conseil des ministres, c'était hier, mercredi 20 novembre 2024, le FGA, on va le dire ainsi, Organisation d'utilité publique, qui est en charge d'indemniser les victimes corporelles des accidents publics lorsque l'auteur de l'accident n'est pas connu ou le véhicule n'est pas assuré. Vous êtes également une élue de la nation, mais bon, on n'en parlera pas, c'est pas pour ça que vous êtes là. Merci d'être là, monsieur Maïzan Kofi Noël. Merci, madame. Pouvons-nous, j'ai essayé de présenter le fonds. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres informations à rajouter? Non, je pense que vous avez donné les informations nécessaires. Effectivement, comme vous l'avez indiqué, le Fonds de garantie automobile a deux missions essentielles. La prise en charge des victimes corporelles d'accidents de la voie publique lorsqu'il y a un délit de fuite ou bien quand il y a un défaut d'assurance. Le délit de fuite, manifestement, c'est quand un usager de la voie publique est auteur d'accident de la voie publique et qui prend la fuite. Ouais. Et il y a le deuxième cas que j'ai indiqué. L'usager de la voie publique n'est même pas assuré, alors que la loi fait obligation à tout usager de la voie publique en Côte d'Ivoire. Il y a une loi en Côte d'Ivoire qui a été arrêtée en 1998 qui autorise, qui fait en sorte que tous ceux qui obligent les usagers de la voie publique à se prémunir d'une police d'assurance à jour avant d'être usagers de la voie publique. Il se trouve qu'un certain nombre de nos concitoyens ne se prémunissent pas de cette police d'assurance et qui sont sur la voie publique. Et quand ils sont auteurs d'accidents de la voie publique, ils prennent la fuite. Dans ces deux cas de figure, les victimes, manifestement, sont laissées pour compte. L'État a donc estimé, de concert avec les assureurs du Code CIMA, parce que je dois rappeler que le Fonds de garantie automobile est une entreprise paritaire. Donc, on trouve le Fonds de garantie automobile dans les 16 pays du Code CIMA. Le Code CIMA, c'est la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Donc, c'est une communauté de l'ensemble des assureurs. Donc, cette communauté-là a estimé qu'il fallait mettre en place ce dispositif-là dans l'ensemble de ces États pour apporter un appui aux États dans le cadre de ces victimes qui sont laissées pour compte. Donc voilà les missions essentielles qu'on avait jusqu'à mercredi. Élisée Boloubeu, question. J'ai vu que, ou du moins j'ai lu le communiqué du gouvernement, le communiqué du Conseil des ministres, et quelque part j'ai cru voir où il était écrit que le décret qui a été pris dans ce cadre-là étend la couverture du fonds de garantie automobile à toutes les victimes des accidents de la circulation admises dans les urgences des hôpitaux publics et des centres de santé agréés, quels qu'en soient les auteurs connus ou non assurés ou pas. Est-ce vous pouvez l'expliquer en français facile pour les Ivoiriens? Ça veut dire quoi concrètement? D'accord. Ce qui a été stipulé dans le décret, il s'agit de l'élargissement de notre champ d'action. J'ai indiqué tout à l'heure que nous avions deux typologies d'approche, donc les délits de fuite et défaut d'assurance. C'est ce pourquoi, à la base, le législateur communautaire a souhaité que le fonds de garantie soit créé. L'État de Côte d'Ivoire a estimé qu'à un moment donné, avec nous tous, dans le cadre du diagnostic que nous avions pu faire en ce qui concerne les accidentés de la voie publique, qu'il fallait étendre le champ d'action du fonds de garantie automobile à l'effet de prendre tout type d'accident de la voie publique. Parce que vous allez dans un centre de santé, ou bien dans un centre de santé, dans le cadre de notre mode opératoire, nous arrivons, on prend en charge dans le même centre de santé, dans la même salle, des victimes d'accidents de la voie publique du fait, parce que soit il y a un délit de fuite ou un défaut d'assurance, alors qu'à côté, il y a des Ivoiriens qui sont victimes d'accidents de la voie publique, certainement d'une voiture assurée, mais qui ne sont pas pris en compte parce que, naturellement, le dispositif dont nous disposons, nous, le Fonds de garantie automobile, je voudrais rappeler que nous sommes présents dans tous les CHU et nous sommes en train de nous installer dans tous les CHR. Donc, au regard de notre proximité avec les centres de santé, nous avons la latitude de prendre avec célérité toutes les victimes qui viennent. Mais une compagnie d'assurance, naturellement, a sa couverture, mais le temps de prendre en charge la victime, ça peut mettre 1, 2, 3 jours. Réaction, c'est ça. oui. Et donc, l'État a estimé
que dans le cadre de son programme social, qu'il fallait élargir le champ d'action du Fonds de garantie automobile pour que le fonds prenne en charge toutes les victimes. Naturellement, il y aura une action récursoire, je vais être basique. Quand une compagnie d'assurance assure un usager et que l'usager est engagé dans un accident de la voie publique, naturellement, la compagnie doit mettre sa garantie à la disposition de la victime pour la prendre en charge. Le temps de mettre la garantie à la disposition, nous, Fonds de garantie, nous prenons le relais, nous prenons en charge la victime, sortir la victime de la zone dangereuse jusqu'à ce que l'assurance puisse nous dire. Et pour que nous puissions entrer en contact, il y a le constat. Le constat arrivera pour nous dire que la victime en question, elle est l'émanation d'une compagnie d'assurance ou bien elle est peut-être une voiture de l'État. Parce que l'État aussi est son propre assureur. Quand il y a une voiture de l'État qui est impliquée dans un accident, c'est la même chose. Donc nous agissons en front. On prend en charge les victimes de cette typologie-là et ensuite on fait toutes les actions récursoires auprès soit de la compagnie d'assurance ou bien auprès de l'État à travers l'agent judiciaire de l'État ou bien auprès de la CADBUN CEDEAO. La CADBUN CEDEAO, c'est l'ensemble des voitures de l'Interland qui viennent en Côte d'Ivoire, une voiture qui vient du Burkina, qui vient du Mali, qui est impliquée dans un accident de la voie publique en Côte d'Ivoire. Ils ont un forum qu'on appelle la CADBUN CEDEAO. Il y en a en Côte d'Ivoire. Ils prennent en charge cette victime et puis après on fait le recours. Donc toutes ces structures-là, avec elles, dans le cadre de ce décret, nous allons conventionner, mettre un mode opératoire pour dire que comme nous sommes présents dans les CHU, nous allons prendre en charge les victimes et sur la base de la convention qu'on aura établie, on va faire les compensations pour entrevoir l'action récursoire. Herman? D'abord, c'est très intéressant déjà de se préoccuper déjà de la victime, de son état, avant de chercher à faire des compensations pour pouvoir gérer s'il y a à qui devait s'occuper de cette assurance-là. Moi, ma question aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez dit quelle est la proportion de ces accidentés qui ne sont pas couverts du tout dans le taux, finalement, de tous les accidentés de la circulation. Vous avez des chiffres? Sur une échelle, je vais vous expliquer l'activité. Sur une échelle de 100, sur une échelle de 100 victimes, l'activité actuelle que nous avons, que nous menons, est autour de 20%. Notre mission de base. L'État nous demande d'élargir notre champ sur les 80%. Sur les 80%. Donc, c'est ce que nous faisons actuellement, c'est une échelle de 20%. La mission, avec l'élargissement de notre champ, c'est de parvenir à 100%. Parvenir à prendre toutes les victimes. Bien sûr, lorsqu'il y a un accident de la voie publique, il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est clair. Oui. Quand il y a un accident de la voie publique, si la victime, la voiture est assurée, c'est la compagnie d'assurance qui paye. Si c'est d'une voiture de l'État, c'est l'État, à travers l'agent judiciaire de l'État, qui paye. S'il s'agit d'un délit de fuite ou bien d'un défaut d'assurance, c'est le Fonds de garantie automobile qui prend en charge. S'il s'agit d'une voiture de la CEDEAO, de l'Interland, c'est la CADBUN CEDEAO qui prend en charge la victime. Donc, quelle que soit la nature de la victime et de l'accident, il y a quelqu'un qui paye. Donc, ces structures qui payent là sont impliquées dans la mise en œuvre de ce décret-là. Donc, comme je l'ai indiqué, nous, l'État mettra à la disposition de FGA des ressources pour que nous puissions, de manière accélérée, parce que la problématique auquel on est confronté dans les CHU ou bien dans les CHR, lorsque la victime arrive, soit les médecins de bonne foi n'ont pas les médicaments qu'il faut, soit la victime est l'émanation d'une compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance peut-être va mettre 2-3 jours avant de mettre sa garantie. La victime a le temps de mourir. Donc l'État dit que nous allons agir en amont, prendre en charge toutes ces victimes et puis ensuite, on va faire les compensations. Écoutons Pascal et ensuite Barry. Oui, c'est comme M. Maïzan est en train de dire aujourd'hui. Je vais être très pratique parce que tout à l'heure, quand je venais, vous voyez, par exemple, sur cette belle infrastructure qu'est la Y4, on est obligé parfois de rouler à double sens sur un côté de la voie et j'invite tout le monde à ne pas faire de dépassement comme c'est indiqué. Il y a eu un accident juste devant moi. Et c'était manifestement quelqu'un qui traversait, il fait presque nuit. Cette personne-là, elle arrive au CHU de Cocody, elle est quasiment inanimée. Et vous savez qu'on a eu ici en Côte d'Ivoire, ou peut-être qu'on continue d'en avoir, des moments où on arrive dans un centre hospitalier, public ou privé, où on demande des garanties avant de prendre le malade en charge. Ça, c'est apprécié diversement, ça reste la politique des établissements, de certains établissements privés notamment. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous rejoignez votre parent ou votre ami, ou alors vous avez accompagné cette personne et vous voyez ce soir qu'il existe un fonds de garantie automobile. Donc,
à quel guichet vous vous rendez et quelles formalités vous devez... Pour le parent du malade. Vous devez faire. De l'accidenté. D'abord, en l'état actuel, si c'était notre mission actuelle, on n'aurait rien pu faire. Parce que le déclencheur de notre mode opératoire, il faut qu'on s'assure que la victime est éligible chez nous. Comment on s'aperçoit que la victime est éligible chez nous? Il faut le faire à travers un constat d'accident. Parce que si on devait opérer en n'ayant pas d'instrument déclencheur, mais je vous dis qu'une personne qui grimpe un arbre et qui descend et qui tombe de cet arbre qui a une fracture a les mêmes séquelles qu'un accidenté de la voie publique qui se fracture la main. Donc vous avez besoin de la preuve que c'est un accident. De l'existence de l'accident. Sinon, s'il n'y a pas de preuve, manifestement, on ne peut pas agir. Alors quand c'est le cas? Aujourd'hui, avec l'élargissement, on n'a plus besoin de ça. Ah d'accord. Avec l'élargissement, lorsque la victime arrive au CHU et qu'elle est transportée soit par les SAMU ou bien par les secours, elles disent que c'est un accident. Ils attestent que sur cette base-là, cette base va faire foi. Sur cette base-là, ça peut déclencher la procédure. Ça peut ou ça déclenche la procédure. Très bien. Ça déclenche la procédure jusqu'à ce qu'on ait le constat d'accident. Mais si on réalise qu'après que ce n'est pas un accident de la voie publique, cette personne est passible de poursuite judiciaire. C'est du faux. Cette personne, laquelle? Le parent? La victime. La victime ou la personne qui a déclaré qu'il s'agit d'un accident, alors que à l'analyse, après observation, on réalise qu'il ne s'agit pas d'un accident de la voie publique. Ça peut arriver, je veux dire, que des personnes... Pour le moment, oui, non, ça peut arriver, puisque les gens savent. Je vous l'ai dit, les séquelles de quelqu'un qui est grimpé sur un arbre et qui est tombé, qui a eu la fracture de la main, est identique à un accidenté de la voie publique qui sort d'une fracture qui vient, qui dit... Oui, bien sûr, vous n'avez aucun élément pour apprécier. Voilà, donc le système existe, il peut y avoir des biais. Et ces biais-là, c'est ces garde-fous-là qui sont mis en œuvre. Très bien, Barry. En fait, je voulais intervenir à la suite d'Herman tout à l'heure. Il a posé une question sur le pourcentage. Moi, je vais poser la question sur le nombre de victimes que vous avez prises en charge, vos services du moins, pour l'année 2024 et le coût financier de ces prises en charge. Bon, le nombre n'est pas pertinent. Pourquoi? Le nombre n'est pas pertinent. Une victime peut nous coûter 50 millions. En fonction évidemment du traumatisme. Bien sûr. Donc, si on veut évaluer en termes de nombre, sur cette année budgétaire, en ce qui concerne la prise en charge, on a 52 prises en charge. D'accord. Ça nous fait 190 millions. 190 millions pour 52 victimes. En ce qui concerne l'indemnisation, on a 200 indemnisations pour un coût de 260 millions. Pour nous, les statistiques, en termes de statistiques, nous ne basons pas nos statistiques sur les chiffres, sur les acteurs, sur le nombre de victimes qui arrivent. Je le dis, une victime, quand il y a un accident de la voie publique et qu'il y a mort d'homme, on peut aller payer 50 millions. Donc si on dit une seule personne nous a consommé 50 millions, si vous évaluez en termes de nombre, de mon point de vue, ce n'est pas pertinent. Très bien, mais en tout cas, c'est pas mal de faire une cartographie de chiffres, peut-être pour vos résultats. Si, ça existe, pour vos bilans après. Mais oui, mais ça existe, mais nos approches, c'est plutôt financier. Quelle est la dotation financière qu'on met en face pour prendre en charge les types de victimes qui arrivent? Si vous aviez un dernier mot, un appel aux populations, que diriez-vous? Je voudrais vraiment, je ne l'ai pas dit d'entrée, mais je voudrais vraiment remercier et dire merci au président de la République, mais également au ministre des Finances et du Budget, et au ministre de la Santé et le ministre des Transports qui se sont engagés pendant un an sur ce projet-là. Ce projet-là est un projet qui va révolutionner l'écosystème de la prise en charge de l'indemnisation dans notre pays. Et vous n'avez pas parlé du coût, vous n'avez pas dit comment ça va coûter, mais ce qui a été fait, l'État a permis que ce projet-là ait lieu sur le segment de la situation sociale, le projet social du gouvernement. Le financement est sur la base des 14,5%, parce que en ce qui concerne le financement des actions de l'État, en ce qui concerne les compagnies d'assurance, l'État prélève 14,5% sur les polices d'assurance qui est la contribution des compagnies d'assurance au financement de l'économie nationale. Sur les 14,5%, dans le cadre de ce financement de ce projet, l'État a permis que le fonds puisse avoir 2,5% pour que chaque mois... Qui représente à peu près... À peu près. Vous disiez que vous n'avez pas demandé, alors je n'ai pas encore... Vous avez une idée. Moi, c'était une vague idée. C'est pas grave. On n'a pas encore fait le calcul. Je n'ai pas encore fait le calcul. Mais ce que je vais mettre en exergue, c'est vraiment la contribution, c'est l'effort de l'État pour vraiment donner de la visibilité à son action sociale. Merci en tout cas, Monsieur Maison Kofi Noël. Vous êtes directeur général du Fonds de garantie automobile et on parlait justement avec vous de
de cette nouveauté, je n'allais pas dire nouveauté, mais de ce que ce dispositif est encore renforcé. Tous les accidentés désormais de la route, pris en charge par le Fonds de garantie automobile. Tous les accidentés de la route, n'est-ce pas? Il faut bien préciser. Alors, on termine cette émission sous une note noire, une note triste. Le monde du cinéma ivoirien en deuil. Stéphane Zabavi, l'un des meilleurs acteurs de sa génération ivoirien, s'est éteint donc ce jeudi, aujourd'hui, 21 novembre 2024, suite à un accident vasculaire cérébral, un AVC, selon les proches de l'acteur. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Et voilà, il s'était imposé comme une figure incontournable du cinéma ivoirien. Aujourd'hui, on ne pouvait pas parler de cinéma ou de film sans mentionner le nom de Stéphane Zabavi. Son départ est brutal, touche et affecte toute la culture ivoirienne. Je voudrais également profiter pour saluer tous les parents d'Anne Marcel qui nous avaient quittés récemment, la culture ivoirienne en deuil. Aux familles, Yako, comme on le dit, Yako, sincères condoléances. Aux familles de Stéphane Zabavi, Yako, sincères condoléances. À tous ceux qui l'ont connu, aimé et soutenu, on va dire union de prière et que Dieu nous garde. Merci en tout cas, chers amis. Pascal, Barry. Merci, Christelle. Élisée, Herman. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.